Save Tetiaroa, Save the Planet. C'est en ces termes que Tehutu Bondo s'est exprimé lorsqu'il a pris connaissance du projet de réalisation que nous avons projeté sur l'île de sa famille. C'est mignon, c'est présomptueux, et il est évident que nous n'allons pas sauver Tetiaroa ni la planète en 15 minutes. Mais si nous parlons pendant 15 minutes de la protection de l'environnement, à mon avis, c'est à peu près 14 minutes de plus que nous consacrons chacun d'entre nous à penser à la protection de l'environnement tous les jours. On n'y pense pas beaucoup. Nous ne nous levons pas le matin en nous disant « Qu'est-ce que je peux bien faire aujourd'hui pour sauver l'environnement ?» Au contraire, nous pensons à autre chose, nos enfants, notre prochain repas, notre prochaine fiche de paie. Nous pensons au sexe, nous pensons aux choses humaines, nous pensons à ce que nous voulons, nous pensons à nos désirs, nous agissons autrement dit sur un plan personnel, sur un plan individuel. Et c'est justement une des vérités que je voudrais vous proposer, c'est que l'intérêt personnel n'est pas égal au bien commun. Que l'homme face à son environnement a un comportement parfaitement rationnel dans le sens darwinien du terme, si vous voulez. Et qu'il n'y a pas vraiment de dimension morale à la protection de l'environnement. Et que ceci conduit fatalement, malheureusement, à une surexploitation de nos ressources. Le principe est bien connu de la tragédie des biens communs. Lorsque nous avons un bien commun comme la mer, chacun puise dedans, et nous avons donc une compétition pour une ressource limitée qui conduit à un conflit entre l'intérêt de l'individu et du bien commun, avec une conséquence néfaste qui est la surexploitation des ressources contenues dans ce bien commun. Nous avons le cas, peut-être que vous connaissez, du thon rouge de l'Atlantique, que l'on appelle en anglais le bluefin tuna. En 1960, ce poisson magnifique, qui peut atteindre 500 kilos et vivre à 40 ans, ne valait même pas $1 le kilo. Et sa chair a été utilisée pour nourrir nos animaux domestiques. C'est stupéfiant de penser que ce même poisson, en 2012, a été vendu, un seul poisson, sur le marché de Tsukuji au Japon, pour $1 million. C'est à ce point la surexploitation de cette espèce qui est réduite en 2012 à 10% de sa population par rapport à seulement il y a 50 ans. Il y a ce concept du Earth Overshoot Day, c'est la date de la dette écologique, c'est le jour de l'année où nous commençons à emprunter des ressources planétaires à nos enfants. Autrement dit, en 2015, à partir du 13 août et jusqu'à la fin de l'année, nous consommons des ressources que notre planète ne pourra pas remplacer. Nous vivons au-dessus de nos moyens. C'est un principe bien connu. Quoi faire donc? Et voilà, le développement durable peut apporter une réponse. Il est capable de résoudre cette inégalité entre l'intérêt personnel et le bien commun par le partage de ressources, le respect de l'environnement avec des technologies innovantes et une participation de la communauté. C'est quoi exactement le développement durable? Eh bien, la définition, c'est que c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Il y a en gros 3 domaines d'intérêt: le patrimoine naturel, l'environnement, le patrimoine culturel, mais c'est aussi nos communautés,
les espoirs, les attentes, les rêves de nos jeunes, leur attachement à leur culture, à leur passé. Et puis c'est l'économie, le capital, l'argent, qui n'est pas en soi un bien ou un mal, il est bien ou il est mal par rapport à l'usage que l'on en fait. Et donc ces trois composants permettent d'avoir une zone viable, une zone vivable, une zone équitable, ou si nous réunissons tous les trois zones, nous avons une zone durable. Et c'est ce que nous cherchons dans le développement durable, c'est d'avoir cette zone durable qui est à la fois une solution d'équilibre avec l'ensemble de ses intérêts et une solution optimale. Mais il y a des contraintes. En Polynésie, nous avons beaucoup de contraintes, et notamment l'éloignement. Notre idée, c'est que ces contraintes sont également des atouts. Et dans le cadre d'un développement durable, on essaie de profiter de ces contraintes en les convertissant en atouts. Et dans le tourisme, le développement durable met merveilleusement à profit cette conversion de contraintes en atouts. J'explique. Si vous prenez Google Earth et vous positionnez pour avoir que du bleu, mais que du bleu, il y a une seule configuration possible, et puis vous regardez au milieu du disque, vous avez la Polynésie française. C'est le point le plus loin de tous les autres points du globe. L'éloignement, l'isolement, l'insularité de notre pays et son caractéristique définissant. C'est ce qui nous définit, c'est ce qui nous détermine. C'est déterminant d'abord sur le plan de sa biodiversité, parce que toutes les espèces ne sont pas parvenues à arriver jusqu'ici, c'est tellement loin. C'est déterminant sur le plan économique, parce que l'éloignement est une incroyable contrainte pour notre activité économique. C'est également déterminant sur le plan culturel. Cet incroyable peuple qui a réussi l'exploit le plus incroyable dans l'histoire de l'humanité, en réussissant à naviguer avec des embarcations primitives à travers l'immensité de la mer, mais c'est tout juste stupéfiant de penser comment ils ont réussi à le faire. Ça, c'est déterminant aussi, donc, pour qui nous sommes. Et donc, on comprend que l'éloignement, c'est une face d'une pièce où on trouve de l'autre côté une incroyable authenticité culturelle et une beauté naturelle qui sont des atouts touristiques indéniables. C'est comme l'astronaute Scott Kelly, actuellement sur la station spatiale. La semaine dernière, Cécile, Gaspard et moi avons reçu donc ce tweet où il regarde la Polynésie depuis le hublot de la station spatiale et il dit French Polynesia, you are as remote as you are beautiful. Vous êtes aussi éloigné que vous êtes belle. Là, nous avons tout le contraste de cette contrainte qui est en même temps un atout. Donc, beauté naturelle, authenticité culturelle, le véritable agent de changement dans le développement durable dans le domaine du tourisme, c'est le client. C'est lui qui décide où aller. Il a beaucoup de choix. Et c'est agissant dans son intérêt personnel encore, en satisfaisant son désir personnel, que nous pouvons orienter son choix vers quelque chose qui serait bon pour l'environnement. Et là, c'est là l'alchimie du développement durable, c'est de faire que ce soit à la fois un choix personnel, individuel pour notre visiteur, qui est en même temps un choix qui bénéficie à l'environnement. J'ai longtemps travaillé avec Marlon Brando sur une vision commune de ce qu'il conviendrait de faire sur son île. Nous avons eu beaucoup de débats, mais nous avons été d'accord sur trois choses.
D'abord, qu'il faudrait faire appel à la technologie pour résoudre les problèmes de logistique et d'infrastructure sur cette île. Deuxièmement, ce serait très coûteux. Et que donc, par conséquent, il faudrait viser une clientèle très haut de gamme pour couvrir ces coûts et pour nous donner une perspective de retour sur investissement. Et troisièmement, considérant ce développement et la protection de cette île, il valait mieux faire un développement durable, certes, mais faire un développement plutôt que de ne rien faire du tout. Et l'enseignement que j'en tire, c'est que le développement durable est rendu possible par la technologie, mais c'est coûteux, très coûteux. Ce serait trop facile si ce n'était pas coûteux. Et que, en réalité, la protection de l'environnement est un acte de volonté et non pas d'abnégation. Nous faisons quelque chose plutôt que de choisir de ne rien faire. Ne rien faire n'est pas, en fait, dans la doctrine moderne de préservation de l'environnement, n'est pas la meilleure chose à faire pour protéger un bien environnemental. La communauté du Brando est la première au monde à être autonome en énergie renouvelable. Il n'y a pas une goutte d'hydrocarbures, d'énergie fossile, si ce n'est le gaz qui est utilisé en cuisine, mais ce n'est pas une source d'énergie, c'est pour la cuisson. Donc grâce à l'énergie solaire, à l'énergie, l'huile de copra, et grâce au SWAC, cette incroyable source de climatisation dont nous avons été dans le monde, nous avons réussi le Graal sacré de la neutralité carbone dans l'exploitation de cette communauté. Et enfin, nous avons créé une station de recherche qui a été apportée en don à une association à but non lucratif qui s'appelle la TTRO Society, et dont le but est l'éducation, la conservation et la recherche. C'est un centre qui peut recevoir des scientifiques et des chercheurs de partout dans le monde qui focalisent sur des sujets aussi variés que la biodiversité marine, les tortues, les poissons, l'ornithologie, l'archéologie. Et donc, nous disons que la préservation de nos patrimoines culturels et naturels passe par le partage entre nous d'abord et aussi avec nos visiteurs. Donc, nos clients sur Tetiaroa vont passer voir ce qui se passe dans la station de recherche. Nous allons faire des mini-conférences avec les chercheurs qui sont en visite. Nous recevons des jeunes sur l'île pour explorer ce que nous faisons, pour découvrir ces activités de recherche. Et donc, nous nous tissons dans la vie de la communauté de cette façon. Voilà à peu près ce que je peux dire sur le développement durable s'agissant de Tetiaroa, et je vous remercie beaucoup de votre écoute.